L'éducation entrepreneuriale consciente développe, dès le plus jeune âge, une culture de l'apprentissage autonome qui rend le jeune heureux d'apprendre à apprendre, à s'entreprendre, à entreprendre et à innover. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrard et j'ai le bonheur de recevoir cet après-midi Monique Saulnier, qui est agente pédagogique au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Bonjour Monique. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te recevoir. Monique, tu es une personne qui a beaucoup d'expérience en éducation. Ça fait longtemps que tu appliques des pédagogies actives, des pédagogies entrepreneuriales avec les jeunes. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette expérience-là qui t'a amené au ministère de l'Éducation. Mais avant, tu as fait beaucoup d'autres choses. Et j'aimerais entendre parler un petit peu de comment ça se passait quand tu étais enseignante et la classe entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est? Bien, merci. Si je peux commencer un peu avant ça, j'aimerais te parler de lorsque moi, je suis sortie de l'école. Oui. Je suis sortie d'un système scolaire où est-ce que vraiment, au fond, je ne me connaissais pas du tout. Et je suis restée à l'école parce que c'est la seule chose que je connaissais et je n'avais non plus pas découvert mes forces, mes intérêts, mes passions. Et puis là, j'ai été chanceuse parce que j'ai vécu une carrière exceptionnelle, mais du départ, je ne savais pas dans qu'est-ce que je me lançais parce que ne me connaissais pas. Fait que quand j'ai commencé en enseignement, mes premières années, je réalisais qu'au niveau systémique, ça ne fonctionnait pas. Je suis une personne qui est souvent à la recherche des gens autour de moi d'être bien. Et je réalisais que mes élèves n'étaient pas engagés et ils n'étaient pas bien. Fait moi, dans un contexte comme celui-là, je ne pouvais pas continuer. Donc, j'étais à la recherche de faire différemment, de faire autrement, mais comme ça, il faut que tu approches tes collègues de travail, il faut que tu en parles, il faut que tu réfléchisses. Oui, c'est ça. C'est pas toujours facile de faire ça tout seul. Hein? Et je n'avais pas beaucoup de partenaires de réflexion. Ouais. Donc, je me sentais seule, je me sentais un peu perdue. J'ai commencé à faire des petites choses que je voyais que ça apportait un petit peu plus d'engagement, mais pour moi, ce n'était pas satisfaisant. Et là est arrivé le mouvement de l'École communautaire entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick. Je faisais partie de les premières années, des écoles de les premières années qui s'est décidé de s'embarquer dans le mouvement. C'est déjà un certain temps. Tout ça, c'était en quelle année, ça? Je pense que ça, c'était en 2005. Oh oui. Oui. Ça fait presque 20 ans. Ça fait presque 20 ans. Et avec tout ce mouvement-là, ben moi déjà, parce que j'étais à la recherche, je suis comme devenue un peu une leader au sein de notre école. Donc, essayer de vendre l'idée aux collègues de travail parce qu'au moins, on avait quelque chose de base. C'était pas de ma tête ou c'était pas moi qui essayais d'expliquer quelque chose, j'imaginais, mais ça venait avec des documents. C'est ça, c'est une orientation ministérielle. Donc, il y avait comme une mission qui était confiée à l'école, une mission nouvelle qui était confiée à l'école. Absolument. Et là, je me suis embarquée dans plein de projets entrepreneuriaux. J'ai commencé à voir la lumière dans les yeux de mes élèves. Moi, j'étais la personne qui cherchait toujours à offrir quelque chose dont je savais que les autres n'étaient pas confortables ou qu'on n'avait pas ces forces ou ces intérêts-là, les membres du personnel. Donc, moi, je me lançais dans des choses vraiment inconnues pour répondre aux besoins des garçons, pour répondre aux besoins des gens qui étaient un petit peu moins engagés de façon naturelle. Alors, c'est là où j'ai découvert d'aller dans la communauté chercher des expertises pour collaborer avec nous, les élèves et moi-même, qui étaient en posture d'apprenant parce que c'était vraiment pas des sujets là, que je connaissais. arrêt sur image, hein? Quand tu dis me mettre dans la position d'apprenante, bon, c'est rare qu'on entend ces mots-là dans la bouche d'un enseignant ou d'une enseignante parce que justement, être un enseignant ou une enseignante, souvent, c'est avoir l'impression d'avoir un certain savoir puis de transmettre ce savoir-là. Ici, on est dans une toute autre posture. Parle-nous de cette posture entrepreneuriale de l'enseignant qui est tellement fondamentale à cette époque-là et toujours aujourd'hui. Absolument. Si on veut amener les élèves à initier, on veut les amener à réaliser, on veut les amener à gérer, il faut que l'enseignant prenne un pas de recul. Puis dans tout ça, tu es encore pédagogue.
Donc, c'est à toi, à cette personne-là qui prend le recul, à voir les connexions, à voir comment on peut greffer des résultats d'apprentissage à ce qui est authentique dans le projet pour ne pas avoir besoin de répéter ça à l'extérieur lorsque tu as l'opportunité de le faire dans l'authenticité. Exactement, que ce ne soit pas une répétition, qu'on n'ait pas 2 fois les mêmes affaires. On apprend les choses dans le cours, puis on les réapprend dans le projet. Non, on peut les apprendre seulement dans le projet. Comment on fait ça? Comment tu faisais ça à l'époque? Ben, ça partait beaucoup des idées des élèves. Oui. Donc, c'est sûr, les premières années, on allait avec des temps dans la semaine où est-ce que c'était le choix des élèves de s'inscrire dans des ateliers. Donc, c'était comme un temps d'arrêt, un temps flexible où est-ce que les gens s'inscrivaient et moi, j'avais souvent des thématiques que je ne connaissais pas. Donc, c'était vraiment de laisser les élèves s'exprimer, laisser les élèves rêver de ce qu'ils voulaient apprendre dans ce contexte-là. Et après ça, d'après leur planification, d'après leurs idées, moi, j'étais là un peu pour enlever les obstacles et assurer que ça soit possible pour eux autres. Donc, vraiment pour accompagner les élèves et non pas leur dire quoi faire ou leur indiquer la direction. Hein? C'était plus pour les supporter, pour les aider, pour les amener plus loin, leur permettre d'aller plus loin par eux-mêmes. Absolument. Ah oui, c'est vraiment intéressant parce que cette posture entrepreneuriale de l'enseignant, le doute aussi, tantôt tu disais des choses que je ne connais pas, il y a une certaine insécurité et souvent ça fait un peu peur aux enseignants. On a l'impression que si on ne possède pas l'ensemble du processus, ça va échouer et puis on va être un moins bon enseignant, mais c'est pas vrai. Absolument non. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé dans ma carrière. Je pense que j'ai été une bonne enseignante parce que je suis une personne qui aime apprendre, mais je ne suis pas une personne qui était tellement curieuse dans ma jeunesse où est-ce que j'avais plein de connaissances. Fait, j'apprends au fur et à mesure et j'apprends avec les autres. Donc, je pense que c'est ça qui a fait de moi une bonne enseignante, parce que je n'avais pas cette intention de tout connaître, cette intention où je n'avais pas peur non plus de dire aux élèves que je n'avais pas la réponse. Mm-hmm. Et de les envoyer vers des stratégies ou des techniques pour aller chercher les réponses à leurs questions. Mais pour, disons, là, quand j'ai commencé à enseigner en 1995, là, c'était pas reconnu comme être une bonne enseignante. Ça. Non, ça c'est sûr, ça ne correspondait pas au modèle de l'époque, ça c'est évident. Hein? Et je ne le réalisais pas du tout à ce moment-là. Donc, est-ce que ça t'a causé des petits ennuis? Pas vraiment. Ben, au début, c'est certain que j'étudiais beaucoup la matière, que je devais voir avec les élèves et tout ça, mais pas très longtemps après, je voyais que les élèves, ça les ennuyait terriblement. Eh oui, exactement. Hein? Tantôt, tu parlais d'engagement des élèves. Hein? L'engagement des élèves, c'est aujourd'hui, tout le monde en parle. Hein? C'est vraiment central dans la réflexion pédagogique. Et bon, dans le temps, ce n'était pas ça. Tu en témoignais également. Moi, je pourrais en témoigner aussi. Hein? On allait à l'école, puis on sortait de là, ben, on avait une tête peut-être pleine. Peut-être, pas sûr. Mais c'est tout ce qu'on avait. Hein? On ne se connaissait pas, on ne savait pas où on s'en allait, on ne savait pas nos goûts, on ne connaissait pas nos forces, on ne savait pas comment se développer, comment nous gérer, se gérer soi-même, en tout cas, toutes ces choses-là. Et toi, Monique, après, donc, tu étais début dans l'enseignement et l'arrivée de l'école communautaire entrepreneuriale au Nouveau-Brunswick, tu as appris à devenir une enseignante entrepreneuriale communautaire. Tu es allé plus loin. Hein, tu as poussé la chose plus loin dans une classe véritablement entrepreneuriale. Parce que d'un côté, il y a des projets entrepreneuriaux. Hein, c'est souvent par là qu'on va commencer à faire de l'entrepreneuriat avec les élèves. Mais il y a plus que ça. Qu'est-ce que tu faisais? Oui, moi, je rêvais vraiment d'une classe où est-ce qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient au même temps, mais pas les élèves qui faisaient les mêmes tâches tout le temps dans le même moment. Là. J'imaginais qu'on allait par intérêt, on allait par besoin. Et j'ai rencontré un collègue de travail avec qui, pour la première fois, lorsque je parlais de ma vision, il y en avait une qui était semblable. Ah oui. Et c'est souvent qu'on partage des idées à deux têtes et qu'on se lance à deux personnes. Ça rassure, ça donne la confiance et on a de la co-construction qui peut se faire. Tout à fait, tout à fait. Fait en rencontrant Kevin Ouellette, qui était mon collègue de travail, que pour la première fois était prêt à se lancer avec moi à faire quelque chose complètement différent.
Ça a été le début. On a pris une année de planification où est-ce qu'on a dû avoir des rencontres avec notre directrice générale de notre district scolaire en ce moment. À ce moment-là, on a parlé avec nos dirigeants, on a parlé avec nos directions d'école, avec notre direction d'école, pour avoir une genre de permission pour essayer quelque chose qui était un paradigme ou une gestion de classe complètement différente. Puis ce qu'on a été dit dans le temps, c'est on vous fait confiance, on vous laisse essayer. Mais les directions d'école nous ont dit, on vous donne le OK si vous faites 2-3 consultations, des sessions d'information aux parents et qu'on a au moins 75% des parents qui nous donnent le OK. Le OK. Ça, c'était quand même des conditions un peu difficiles. Eux, ils voulaient avoir une assurance qu'il n'y aurait personne qui viendrait rouspéter. Et je vais te dire que les 4 sessions d'information, les moments pour poser des questions et nous les répondre, ça a été assez stressant. Puis les parents avaient beaucoup de questions. Et à la fin de tout ça, c'est arrivé comme à 73,4% dans les sondages qu'on a posés. Et là, les directions d'école nous ont dit, on vous laisse essayer, on vous donne un nom. Les parents, il y en a beaucoup qui avaient aussi dit, on dit oui à condition qu'on voit que ça ne fonctionne pas. Donc, la première année, je vais te dire que oui, on avait pris une année... beaucoup de pression. On avait pris une année de planification, mais ça a dû s'ajuster au fur et à mesure. Mais ce qu'on avait compris, Kevin et moi, c'est qu'on allait co-construire ça avec nos élèves. On savait qu'à un moment donné, s'il y avait une gestion, une organisation qui ne fonctionnait pas, il fallait entrer les élèves dans l'équation pour le faire fonctionner. Parce qu'on avait 2 groupes classes ensemble. On avait 54 élèves, Et là. 2 adultes, avec une assistante en éducation, avec un élève avec le spectre de l'autisme, que lui ne voulait pas être dans une classe qui ne ressemblait pas aux classes qu'il avait eu de le passé. On a ouvert nos portes. Les parents pouvaient venir n'importe quand dans notre salle de classe. On a eu des sessions d'information de parents, des rencontres de parents où est-ce qu'on avait doublé le montant de temps en rencontre pour être certain que les élèves pouvaient en parler, que nous, on pouvait en parler, on pouvait montrer les preuves d'apprentissage. C'était une grosse année. Ah, j'imagine, hein, c'était à quel niveau d'enseignement? 4e, 5e année. OK. Oui. Puis la direction d'école était une nouvelle direction. Et lui, il a pris la responsabilité de passer chaque matinée et chaque après-midi faire une tournée dans notre classe et voir ce qui se passait dans la classe. Et nous, à la fin de l'année scolaire, on a su pourquoi. Puis au début, on ne savait pas. On avait nos portes ouvertes. Le directeur passait. On se disait, « Ah, il fait la visite de l'école. » Maintenant, il faisait la visite de notre classe. Parce qu'il nous a dit qu'il y avait beaucoup d'appels de parents et beaucoup de rencontres avec les parents pour s'assurer que les élèves apprenaient vraiment dans notre salle de classe. Ah ouais, mais lui, il voyait et il pouvait répondre sans venir nous causer ce stress-là. Je pense que le leadership de notre direction d'école dans un paradigme différent d'éducation, d'enseignement, ça nous a aidé à réussir, c'est certain. Puis nous, on avait plein de courriels de parents, mais au fur et à mesure, les élèves ont commencé à apporter leurs preuves d'apprentissage. Ils ont commencé à apporter leur petit cahier, leur guide de réflexion qu'ils avaient fait à chaque jour, à chaque semaine. Puis sur le bulletin scolaire, on s'était ajouté une page de développement de compétences qui était première page sur le bulletin pour montrer aux parents comment nous, on trouvait que l'emphase devait être sur l'entrepreneuriat de soi-même, le développement des compétences. Et là, les parents voyaient à la maison que les élèves s'épanouissaient, que les élèves cheminaient dans leur développement. Changeaient. Là, ça a commencé à se parler de bouche à oreille, puis les parents des futurs élèves, ça a été pas la même réalité du tout. Ben oui, il fallait lutter pour arriver à essayer ce projet-là. Hein. C'est vraiment formidable parce que ça prend une âme de pionnier pour faire ce genre de choses-là. Parce que justement, la pression est très forte. On pourrait dire, ben non, ça ne vaut pas la peine. Je n'ai pas envie de vivre ça, puis me faire surveiller ou que les gens n'aient pas confiance dans ce qu'on fait. Hein. C'est clair qu'on ne veut pas nécessairement ça, mais il faut avoir le courage de le faire et ça donne des résultats comme ceux-là qui évidemment, se sont développés. Ça s'est développé sur plusieurs années.
Absolument. Puis les élèves qu'on avait en 4e année restaient dans le studio pur une 2e année dans notre classe entrepreneuriale. Donc, ils devenaient un peu les leaders parce qu'à chaque année, on n'avait que la moitié des élèves qui n'avaient pas vécu le fonctionnement. Et le fonctionnement était vraiment divisé en 3 parties. On avait dans la semaine les cliniques ou les rencontres individualisées ou en petits groupes déjà déterminés. Et il y avait un horaire pour ces rencontres-là, pour des besoins au niveau des savoirs, au niveau du développement de compétences. Et on avait aussi une liste de toutes les tâches obligatoires de la semaine, qui était un peu encore traditionnelle dans le temps parce qu'on avait encore, tu sais, nos matières à voir. Puis Bien sûr. on n'avait pas un plan d'éducation, disons, puis un profil de sortie au Nouveau-Brunswick comme on a aujourd'hui pour appuyer cette pédagogie-là. Et on avait aussi une autre catégorie de choses à faire dans la semaine qui étaient toutes des tâches connexes au projet, au concours, au projet personnel. Fait les élèves géraient leur horaire du lundi au vendredi à 9 ans et 10 ans. Les premières années, c'était difficile, là, tu sais, de gérer ton temps et de ne pas attendre que l'adulte te dise quoi faire, comment le faire. Oui. Et de les... C'est ça, c'est un changement de paradigme pour les enseignants, évidemment, mais aussi pour les enfants, pour les parents. Hein. Tout le monde a une vision de l'éducation. Puis là, tout à coup, on vient faire table rase de ça et on s'en va dans un autre chemin. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Mais pour une chose, c'était vraiment bien pour les élèves qui avaient des difficultés académiques ou des difficultés au niveau de leur comportement. Parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur faisait confiance, puis il y a quelqu'un qui s'assoyait avec eux autres de façon personnalisée pour les amener à vivre des succès au niveau de leur développement. Et des élèves que d'habitude étaient sortis de la salle de classe, qui étaient en direction presque tous les jours, puis on vivait plus ça. On vivait une classe entrepreneuriale très inclusive où chacun avait ses moments pour montrer qu'est-ce qu'était leur force, qu'est-ce qu'étaient les étoiles qui tu sais, ils devenaient des étoiles parce que les autres élèves remarquaient bien que chaque élève avait ses forces. Ses forces, hein, c'est ça. Puis là, c'était toute une genre de petite micro-société qui vivait ensemble jour après jour pour répondre à des besoins de la communauté, pour répondre à des besoins de l'école, où est-ce qu'on découvrait qui on était comme personne et on appréciait les autres pour les forces qu'ils apportaient à l'objectif commun. Tout à fait. Puis c'était ça qui me... Ça a été un apprentissage pour moi. C'est ça qui m'allumait, là. Je comprends parce que c'est vrai que dans une classe traditionnelle, hein, les élèves qui ont plus de difficultés au niveau académique sont souvent mis de côté. Comme tu dis, ceux qui ont des petits problèmes de comportement sont difficiles à contrôler dans un environnement silencieux ou des choses comme ça. Alors que là, toutes les forces sont mises en valeur et donc, évidemment, il y a une régulation, une autorégulation et une régulation de groupe qui s'effectue par elle-même. Ce n'est pas le seul avantage de ce genre de pédagogie, mais c'est un gros avantage quand même. Puis pour les enfants d'abord, et évidemment, les parents ont dû constater ces choses-là. Hein. Oui, puis même le matériel. Tu sais, les élèves qui arrivent, ils ont besoin d'un ordinateur avec des tels programmes parce qu'ils ont... c'est des conditions, là, des troubles d'apprentissage. Bien là, on avait toutes sortes d'outils. Les élèves ne faisaient pas la même chose en même temps. Et lorsqu'on allait ramasser un outil, on n'avait pas d'étiquette. C'est ça. On n'était pas étiqueté que nous, on avait besoin de quelque chose de différent de d'autres. Fait, on avait des iPads, on avait des ordinateurs portables, on avait toutes sortes de matériel vidéo, audio. Puis les élèves, parce qu'ils géraient leur horaire, parfois, ils travaillaient dans les projets, tandis que d'autres travaillaient dans la tâche plus traditionnelle de matière. Et puis, on ne pouvait plus remarquer les élèves qui utilisaient du matériel différent des autres. Exactement. Juste ça fait toute la différence. Hein. Justement, de se fondre dans la masse, puis tout le monde utilise son matériel. Puis bon, celui qui a besoin de quelque chose de particulier, ben, c'est comme tout le monde. Puis ainsi de suite. Hein. C'est vraiment une grande force parce que ça existe encore beaucoup. Hein. Les élèves, comme tu dis, ont besoin d'un ordinateur pour une dyslexie ou quelque chose. Bon, ben, faut aller chercher, je ne sais pas où, dans l'école, puis se balader avec ça, puis arriver dans sa classe. C'est des choses qu'on préfère éviter dans la mesure du possible. Oui.
Ensuite, on continue dans ton histoire pédagogique. Après le Studio Pur, qu'est-ce que tu as fait? Après le Studio Pur, j'étais tellement passionnée par ce que je faisais, là. C'était difficile, mais à un moment donné, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a suggéré un poste qui venait de sortir au sein du district scolaire francophone sud. Puis on dit, Monique, on devait être tellement là. C'était un poste où est-ce que la personne allait accompagner d'autres gens dans le district qui voulaient faire autrement, qui voulaient innover, qui voulaient une gestion de classe vraiment où est-ce que l'inclusion, l'élève qui s'engage davantage. Ça fait là, je me disais, oh, j'aime ça en salle de classe, mais peut-être que si je fais ça, j'aurai plus d'impact par rapport au changement en éducation à un niveau un petit peu plus large, là. Ça fait j'ai fait le saut. J'ai décidé de m'en aller au district scolaire francophone sud comme accompagnatrice et ça aussi, ça a été magnifique. Je me suis promenée dans les écoles. J'arrivais avec une page blanche. Ben oui. Parce qu'il n'y a pas de recette qui peut être à la couleur de l'autre adulte ou des élèves dans les salles de classe à ce moment-là. Fait c'était vraiment avec une page blanche, puis voir avec les enseignants ce qu'ils aimaient déjà, ce qu'ils ne voulaient pas changer, mais qu'est-ce qu'ils voulaient changer. Et des fois, j'ai fait comme du co-enseignement pendant quelques jours, pendant une semaine, avec des enseignants. Puis, on est arrivé à plusieurs personnes qui commençaient à emprunter une gestion de classe entrepreneuriale. Tout à fait. C'est ça qui est formidable. Hein. C'est d'abord quand il y a une volonté, on pourrait dire politique, hein, ministérielle ou quoi. Bon, donc, tout le monde est autorisé, est encouragé fortement à faire quelque chose, à mettre en œuvre une pédagogie entrepreneuriale dans ce cas-ci. Puis alors, il y a les moyens qui sont mis de l'avant, c'est-à-dire qu'on met des gens comme toi, des étoiles de l'entrepreneuriat au service des autres, hein, pour qu'ils puissent justement se développer, comme tu dis, une page blanche, parce que c'est vrai qu'en éducation entrepreneuriale, il n'y a pas de recette. Hein. Il n'y a pas un guide où tu suis étape 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'existe pas. C'est pas ça. Tu l'as bien dit. Hein. Les gens doivent découvrir ça par eux-mêmes, expérimenter, l'adapter à leur propre personnalité, l'adapter à la personnalité de l'école aussi. Hein. Donc, c'est tout un cheminement. Et donc, ça prenait ça, là, puis ça a été toute une époque, j'imagine, que vous avez vécue à ce moment-là. Hein. Donc, au même moment que moi, je suis entrée dans l'équipe pédagogique au sein du district, Alain Poitras est devenu un leader au sein du district et est devenu mon superviseur. Donc, avec quelqu'un comme leader comme Alain Poitras, Ouais. qui est vendu de l'idée de l'école communautaire entrepreneuriale, lui avait plus comme la plateforme pour mettre des choses en place au sein de l'équipe des dirigeants. Bon, évidemment, le rôle d'accompagnatrice d'enseignant a été un rôle extraordinaire, important, à un moment où, justement, le Nouveau-Brunswick développait dans toutes ces écoles francophones, je pense, hein, la pédagogie entrepreneuriale, communautaire entrepreneuriale. Et ensuite, tu as poursuivi ta carrière, puis aujourd'hui, tu es agente pédagogique au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que ça fait, un agent pédagogique au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick? C'est comme comique parce que mon rôle, il n'a pas changé beaucoup. Je fais pratiquement les mêmes choses, mais avec des différentes équipes de travail. Lorsque j'étais au sein du district, j'étais sur beaucoup d'équipes provinciales. Et on m'avait mis comme responsable de l'équipe où est-ce qu'on a eu des écoles prototypes après la publication de notre profil de sortie de l'élève, de notre plan d'éducation, disons, pour vraiment instaurer là, des nouveaux rôles chez l'élève, chez les enseignants. On a fait comme des tests pendant 3 ans dans des écoles. Fait, moi, j'avais la chance d'accompagner une des 3 écoles parce qu'il y en avait une par district scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. Fait, là, je me suis fait connaître un peu par des gens du ministère en travaillant dans ces équipes provinciales avec des agents pédagogiques du ministère. Et puis, c'est ça, à un moment donné, il y a un poste qui a ouvert pour un peu le même rôle que je jouais au sein du district, mais au niveau de la province. Ah oui. Ça fait, j'ai postulé et j'ai eu le poste. Et maintenant, ce que je fais, c'est un peu à travailler avec l'équipe d'accompagnement des districts, avec les gens comme moi, j'étais au sein de mon district, mais des 3 districts scolaires francophones. Donc, avec le nord-est, le nord-ouest et le sud. Donc, l'ensemble de la province est représenté là. Oui. Puis là, c'est qu'on travaille beaucoup maintenant au sein du ministère
avec des équipes provinciales. Parce que le leadership a changé aussi au niveau du ministère, au niveau des districts, au niveau des écoles, où est-ce qu'il n'y a plus de top-down. Fait que c'est des rencontres provinciales, c'est des décisions qui se prennent un peu avec l'influence de ce qui se passe sur le terrain, avec d'autres collègues qui sont au district, dont les équipes d'accompagnement, qui ont des mêmes visions, croyances que j'avais lorsque j'étais là aussi. Et puis, c'est vraiment du beau travail d'équipe. Vraiment à 4 entités, parce que c'est le ministère et les 3 districts. Oui. Et je suis beaucoup invitée aussi aux rencontres avec les dirigeants. Parce que lorsqu'ils ont leur rencontre pour vraiment parler de la vision, je suis invitée comme agente pédagogique, même si je ne suis pas dans l'équipe des dirigeants. Oui, Mais parce qu'on parle du sûr, à plus haut niveau, je suis là encore pour influencer. Ça, mais tu apportes la vision pédagogique terrain, hein, évidemment, là, ce que les dirigeants n'ont pas toujours. Oui. Ça, c'est comme très important parce que le Nouveau-Brunswick représente quand même une expérience assez extraordinaire en pédagogie entrepreneuriale communautaire. Hein, depuis, on disait tantôt, presque 20 ans, ça se développe et ça se poursuit et c'est très vivant. Ça continue à être alimenté par justement des gens passionnés comme toi, comme Alain Poitras et plein d'autres personnes qui continuent à donner vraiment aux écoles du Nouveau-Brunswick, aux jeunes du Nouveau-Brunswick, cette possibilité de se connaître, de se développer, de s'entreprendre. Et ça, c'est vraiment formidable. En tout cas, Monique, c'était vraiment un très, très, très bel entretien. Malheureusement, il faut finir un moment. On aurait pu continuer encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on se reprendra un jour. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été disponible aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, nous recevions cet après-midi Monique Saulnier, qui est agente pédagogique au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, sur son parcours exemplaire en pédagogie entrepreneuriale communautaire et on pourrait ajouter consciente, même si vous n'utilisez pas le mot, je pense, au Nouveau-Brunswick, mais c'est inclus dans tout ça. Alors, je vous dis à bientôt. Restez avec nous pour une prochaine balado bientôt et on se retrouve. Je vous dis au revoir. Le développement professionnel est une importante responsabilité des personnes enseignantes. Êtes-vous prête à oser l'approche pédagogique et éducative en entrepreneuriat conscient?